L'échiquier international, très heureux de vous retrouver. Le CN2D, cela ne vous dit probablement rien. On pourrait le surnommer le ou un des poisons de la guerre d'Algérie, un gaz toxique mortel, notamment en milieu clos. À l'instar de ces grottes qui servaient de refuge tactique aux combattants algériens et également à une population avec femmes et enfants qui fuyaient les représailles. Entre 1956 et 1962, d'après les recherches dans les montagnes des Aurès ou dans le Djurdjura, l'armée française a bel et bien fait usage de ces armes chimiques. La France avait pourtant été la première des 135 nations à signer l'accord contre ces armes utilisées pendant la Première Guerre mondiale. En Algérie, 400 grottes recensées à l'air vicié qui auraient servi de dernier refuge pour des Algériens, mais on pense qu'il y aurait eu entre 8000 et 10 000 gazages pendant toute la période. Combien d'Algériens auraient perdu la vie? On l'ignore car seulement 5% des grottes ont été répertoriées. Vous le voyez donc, une thématique toxique sur une guerre chimique souterraine cachée qui remonte à la surface grâce aux travaux de l'historien Christophe Lafaye et à l'enquête de la journaliste Claire Billet à travers un film, Algérie, section spéciale. A tout de suite pour en parler. Algérie, section armes spéciales, réalisée donc par Claire Billet, épaulée par les travaux de l'historien Christophe Lafaye. On tentera de montrer un extrait dans quelques secondes, mais avant, saluons nos deux invités. Claire Billet, bonsoir. Est-ce que vous me recevez? Bon, c'est pas grave, on va tenter de joindre Claire Billet dans quelques instants. Christophe Lafaye est avec nous. Bonsoir Christophe. Bonsoir. Merci, Bonsoir à tous. merci d'être des nôtres, Christophe. Alors, Christophe, on a vu votre travail au sujet d'un sujet secret, tabou, et à travers le film, vous vous êtes heurté à un obstacle de taille, à savoir les archives, qui est une espèce de film dans le film. Racontez-nous comment vous avez fait, comment vous avez travaillé avec des archives non officielles, on va le dire comme ça. Oui, alors effectivement, bonsoir à tous déjà. Le travail des historiens est effectivement de pouvoir écrire l'histoire à partir de sources. Les sources peuvent être très diverses. En l'occurrence, sur la question de l'écriture de l'histoire de la guerre chimique en Algérie, les premiers à avoir réellement rompu le silence en France étaient les anciens combattants. Donc j'ai commencé réellement à travailler le sujet en 2015 en retrouvant les anciens combattants de ces sections armes spéciales, en tout cas ceux qu'ils souhaitaient parler. Et j'ai pu collecter leurs souvenirs, leurs paroles et en même temps leurs archives personnelles, ce qui m'a permis d'avoir un premier tableau de la situation. Mais ces archives en elles-mêmes étaient, ces archives vivantes et ces archives personnelles étaient insuffisantes pour pouvoir comprendre l'ensemble du sujet. Donc je me suis tourné vers les archives publiques et en premier lieu les archives du service historique de la Défense, dont j'ai pu consulter quelques cartons entre 2015 et 2019, avant que ces archives soient refermées. Et lorsque j'ai redemandé la communication des cartons en 2021, il s'est avéré qu'une grande partie de ces archives, alors bon, quelques-unes étaient accessibles, puisque vous en voyez dans le film, mais une grande partie de ces archives, alors des journaux de marche, c'est des journaux de bord d'unité, des comptes rendus d'opération, des points d'état-major, oui, des choses comme ça, ces archives n'étaient plus accessibles. Et quand vous avez tenté justement de décadenasser entre guillemets ces archives, on vous a opposé deux articles de loi, dont un est inhérent à une certaine lien avec des actes terroristes. Alors oui, il y a eu plusieurs verrous. Le premier verrou, les historiens et les archivistes en France ont réussi à le faire sauter. C'est-à-dire qu'entre 2019 et 2021, en France, on a voulu que le Code du patrimoine, donc la loi qui définit l'accès aux archives, se plie à l'instruction interministérielle sur le secret défense. Donc il fallait pratiquement déclassifier chaque document à la pièce depuis 1940. Donc ça, le Conseil d'État
a annulé cette disposition en juin 2021. Donc c'était une première victoire pour l'ouverture des archives. Mais le 30 juillet 2021, de nouvelles dispositions dans le cadre d'une loi antiterroriste complexifiaient encore l'accès aux archives de la défense en créant une catégorie d'archives incommunicables. Et dans le cas de la guerre chimique en Algérie, c'est autre chose encore qui m'a été opposée. C'est-à-dire que dans le Code du patrimoine, la loi de 2008, est prévu un article pour empêcher la communication des archives qui permettraient de concevoir, d'utiliser ou de localiser des armes de destruction massive. En gros, des archives techniques qui permettent de construire une bombe atomique ou des armes chimiques dangereuses. Et cet article est utilisé de manière opportune, en fait, pour refermer toutes les archives relatives à la guerre chimique en Algérie. Et d'ailleurs, pas que, puisque j'ai rencontré, pas plus tard qu'il y a quelques jours, des chercheurs qui avaient exactement le même problème lorsqu'ils tentaient d'accéder à des archives des commandos de chasse. Donc, on est encore en France face à un gros problème d'accès aux archives de la guerre d'Algérie. Et cet article sur les archives incommunicables est utilisé d'une manière totalement opportune, en étant détourné finalement, pour permettre cette fermeture. Donc il va falloir en tout cas que rapidement le législateur se tourne en France sur cette anomalie et qu'elle soit réglée dans les plus brefs délais, pour que nous puissions travailler, tout simplement. Donc, on est en fait au début d'une longue quête. Quelle est l'étape suivante justement pour, entre guillemets, faire bouger les lignes ou pouvoir infléchir peut-être la position du ministère de la Guerre en France, puisque les archives se trouvent en ces lieux? Moi, je crois dans le droit. Le Code du patrimoine est assez clair tant qu'à la définition du périmètre des archives qui sont concernées par cette incommunicabilité. Donc il faut que le droit s'applique partout. Il s'applique dans d'autres administrations, puisque nous avons pu avoir accès à des archives qui parlaient de la guerre chimique, par exemple aux archives nationales d'outre-mer. Donc il faut qu'il s'applique exactement de la même manière euh, aux archives du service historique de la défense. Donc moi, je veux croire encore dans le bon sens des personnels qui s'occupent des archives dans cette grande institution régalienne pour qu'on puisse revenir rapidement à une situation normale. Sinon, il y aura bien sûr d'autres recours, comme le tribunal administratif que nous entreprendrons sûrement. Mais dans un premier temps, j'ai bon espoir que la diffusion de ce documentaire provoque un déclic, une prise de conscience, et qu'enfin on puisse travailler de manière sereine sur ce sujet, car il y a de lourds enjeux en Algérie, mais aussi en France. Alors, on dit qu'il y a, entre guillemets, des blocages concernant le dossier ou le long livre, l'épais livre concernant la guerre d'Algérie. Est-ce que vous, en tant qu'historien, vous avez reconnu, mis à part ça, mis à part cet aspect-là, la question des archives, est-ce que vous rencontrez des difficultés concernant la guerre d'Algérie en tant que sujet d'histoire? Oui, oui, on rencontre encore beaucoup de difficultés en France, puisqu'il y a une bataille des mémoires et une instrumentalisation politique aussi des fractures qui demeurent de cette guerre d'Algérie et qui parfois empêchent le travail des historiens. Il faut bien comprendre que pour nous, la guerre, elle est terminée. Donc, lorsque l'on travaille sur la guerre d'Algérie, sur la guerre d'indépendance algérienne comme un objet historique, nous, notre travail, c'est d'aller chercher les sources, les recouper, essayer de faire émerger quelques parcelles de vérité. Nous ne sommes pas là pour défendre des thèses, nous ne sommes pas là pour défendre un camp, nous sommes là pour essayer d'écrire l'histoire et justement avec le recul du temps, de commencer à y voir un petit peu clair. Et effectivement, cette atmosphère d'extrême politisation des questions autour de la guerre d'Algérie actuellement en France est un frein certain, en tout cas, à la prise de conscience par la grande majorité des Français de ce qui s'est réellement passé en Algérie, et pas que durant la guerre d'indépendance, je dirais, mais depuis les débuts de la conquête. Alors, vous avez dit que, je parle du film, que seulement 5% des grottes, vous avez pu travailler que sur seulement
cet écueil, c'est-à-dire 5% des grottes qui ont été contaminées, dont l'air a été vicié, c'est-à-dire environ 400, 450, c'est ça, sur un Oui, nombre entre 10 000 et 8 000, c'est ça. oui. Donc en fait, vous êtes au tout début du commencement de votre long ou longue investigation. Oui, en fait, ce sont les archives qui sont pour le moment accessibles, qui nous ont permis d'identifier dans une base de données environ 440 sites d'opération. Euh, alors, bien évidemment, il nous manque maintenant d'avoir accès au grand volume d'archives qui sont encore refermées pour pouvoir compléter cette base de données et avoir un aperçu beaucoup plus précis. Mais je dirais que les archives françaises ne sont pas seulement la clé. C'est-à-dire que sur ce sujet d'étude de la guerre chimique, les archives en France ne sont pas des archives où on va tout trouver, et dans la majorité des cas, ce sont des archives qui dissimulent plus qu'elles nous apprennent. Donc, pouvoir consulter les archives en France, c'est un premier pas, mais il est indispensable ensuite de pouvoir partir sur le terrain en Algérie et confronter ces archives, confronter ces résultats avec les archives accessibles en Algérie et surtout les mémoires locales, les mémoires des habitants, qui, eux, conservent d'une manière extrêmement aiguë le souvenir de ces gazages dans leur village. Donc il y a effectivement un travail à entreprendre, je dirais en France, mais aussi en Algérie, et peut-être pour plusieurs générations d'historiennes et d'historiens. Donc je pense que c'est là un des principaux enjeux, c'est de pouvoir définir ce terrain d'étude, ce champ d'étude, et déjà préparer des historiennes et des historiens à prendre la suite, car le chantier s'annonce plutôt long, on va dire. Alors avec nous, nous rejoint Claire Billet, réalisatrice du documentaire, Bonjour. le service documentaire sur justement qui s'intitule, on le rappelle, Algérie, section armes spéciales. pour ceux qui ne l'ont pas vu, Algérie, section armes spéciales. Bonsoir Claire Billet. Vous avez Bonsoir. travaillé sur des conflits, leur récit mémoriel, comme en Afghanistan. Par exemple, vous avez été correspondante, mais en vous embarquant au début de ce projet, est-ce que vous attendiez à découvrir sans doute un des secrets les mieux gardés ou les plus enfuis de l'armée coloniale en Algérie? Non, je vous avoue que moi, quand je voulais travailler sur la mémoire de la guerre d'indépendance, qui est très fracturée en France, n'est-ce pas, et en Algérie, je m'attendais pas du tout à ça. C'est-à-dire que j'ai appelé Christophe Lafaille parce qu'il avait travaillé sur l'Afghanistan, que nous nous connaissions. Et quand il m'a raconté l'objet de ses recherches, j'ai été estomaquée. Estomaquée, moi, je connaissais pas. Estomaquée parce que personne ne connaissait. Avant d'avoir une formation en journalisme, j'ai une formation en histoire. Pour moi, l'histoire est importante. Ça fait partie de ce qui nous construit tous. Et je me suis dit que c'était impossible que ça ne soit pas su, que le savoir ne soit pas diffusé, qu'on connaisse si mal en France le fait colonial et la guerre d'indépendance algérienne en particulier. Et en plus, en travaillant avec Christophe, j'ai compris l'ampleur de l'usage des armes chimiques, du CN2D en particulier, comme les recherches historiques n'en sont qu'au début. On ne sait pas tout, évidemment. Mais déjà sur le CN2D, on voit la stratégie mise en place avec les essais au départ, l'ampleur dans toutes les zones montagneuses. C'était fou que ça soit pas connu et gardé secret si longtemps. Je pense qu'il y a aussi quelque chose avec le trauma, vous savez, pour avoir vu beaucoup ça aussi. C'est très difficile de faire parler les mémoires quand elles sont traumatiques. Et donc, on est face à des gens qui ont choisi de parler. C'est pas nous qui les avons poussés. Il y a un besoin de s'exprimer et il y a parfois une incapacité. Chaque personne et chaque individu, en fonction de son expérience, est capable de raconter ou pas ce qu'il a traversé. Et le silence, souvent, des anciens combattants, des victimes, participe aussi de la méconnaissance de ce fait. Alors Claire Billet, il y a l'aspect historique, on en parlait à l'instant avec Christophe Lafaille, qui a accompli également un travail dantesque par rapport aux archives, mais il y a aussi l'aspect peut-être artistique, c'est un peu votre côté, avec des témoignages recueillis dans les Aurès de parents des victimes, qui nous racontent
ces souvenirs douloureux, cette tragédie avec beaucoup de pudeur, de la retenue. Ça transparaît dans le film. Vous le montrez merveilleusement bien. On touche presque de près cette souffrance par le traitement que vous proposez, car on relate après tout, c'est vrai qu'on parle d'histoire, mais il s'agit après tout de souffrance humaine. Oui, en fait, moi, c'est un peu le cœur de mon travail aussi, c'est-à-dire que j'essaye de comprendre comment cette mémoire traumatique se transmet, comment elle est vécue. L'idée, c'est quand même de créer une empathie et de comprendre pour les gens qui ne savent pas ce que c'est, ce que ça signifie de porter l'expérience de la guerre, du deuil et de la brutalité. Donc, moi, ce qui m'intéressait, c'était de faire parler les témoins, mais de montrer ce que ça signifiait dans leur chair, dans leur corps, et ce qu'ils en gardaient aujourd'hui. Et pour tout vous dire, ce qui comptait beaucoup à mes yeux, c'était que tous les témoins soient contents du film. Et on a eu des grands remerciements, ça m'a vraiment beaucoup touchée. Quand on est venu filmer en Algérie, en Kabylie, dans les Aurès, et en France aussi. Et je pense que c'est extrêmement important parce que pour moi en tout cas, il fallait aussi avoir un récit humain, personnel, très proche des gens qui témoignent pour nous parce que c'est très douloureux et difficile et on ne va pas leur faire répéter 2 fois la même phrase. Et donc bah, oui, ils m'ont remercié. Il y a aussi autre chose. Vous voyez, la souffrance est telle que Lina Abdelaziz, par exemple, qui était notre traductrice sur le tournage mis en place par Salah Film, donc maison de production déléguée algérienne, est une professeure de littérature. Et quand elle est venue avec nous dans la grotte, à la grotte de Ouchétou, elle s'est effondrée pendant un entretien parce que c'était extrêmement douloureux à entendre. En fait, quand on est vraiment face à la brutalité, on comprend le silence finalement. Donc, ce qui était important finalement pour terminer pour moi, et c'est le travail extrêmement délicat d'Olivier Jobard, le chef opérateur qui est aussi réalisateur par ailleurs, c'était de rendre de la dignité aux gens qu'on rencontre, en tout cas d'en avoir. Alors, je vous propose, Claire Billet, juste avant de poursuivre, justement de voir un court extrait du documentaire en question, donc Algérie, section armes spéciales, et on revient tout de suite après. Je m'appelle Ammar Agoun. En 1959, j'avais 15 ans. Ma maison était tout en haut. Quand les avions sont arrivés, j'ai fui le hameau. L'hélicoptère m'a tiré dessus. Je suis tombé et j'ai continué en rampant. Mon frère Abderrahman, il m'a suivi. On a rejoint des gens ici et on est entré avec eux. La grotte d'Ouchatou était un refuge pour l'armée de libération. Elle a été découverte et l'armée française a envoyé toutes ses forces. Avant la fin de la Grande Guerre, le Comité international de la Croix-Rouge s'en fait l'écho. Il exhorte les belligérants à cesser une innovation barbare. Alors, Christophe Lafaye, je me retourne vers vous. Finalement, les enfumades sont une technique meurtrière qui a été racontée, documentée. Ça consistait à asphyxier l'entrée des grottes pour que la résistance ou la population civile soit tout bonnement, pour les contraindre à sortir ou tout simplement les tuer. On sait qu'il y a des tribus entières qui ont été massacrées entre 1844 et 1845, comme la tribu de Ouled Riyah dans le massif montagneux du Dahra qui se situe au nord-ouest algérien. Mais vous nous racontez en fait aussi une guerre de nouvelle génération avec une décision de créer donc des sections spéciales. Alors combien sont-ils? Qui donne l'ordre? Est-ce que c'était reconnu à l'époque? Est-ce que ça a été... On connaît le bilan des morts algériens. Faites-nous comme ça un topo rapidement des données que vous avez pu recueillir. Alors, rapidement, puisque vous avez parlé des enfumades,
Ce qu'il faut préciser, c'est que la différence fondamentale entre les enfumades et ce qui s'est passé ensuite pendant la guerre d'indépendance, c'est que les enfumades de 1845, en particulier celles qui se sont déroulées dans le Dara, plus de 900 victimes, ces enfumades avaient un objectif précis qui était de tuer les populations et de soumettre par la terreur les autres tribus. Donc ça rentrait dans la stratégie des colonnes infernales de Bugeaud, de soumission des populations par la terreur. Donc là, il y avait une volonté homicide. Durant la guerre d'indépendance, lorsque ces sections armes spéciales sont créées, c'est vraiment pour répondre à un problème tactique qui est l'utilisation des refuges souterrains par l'armée de libération nationale. Tactiquement parlant, il était très risqué pour les militaires français de donner l'assaut à ces grottes car les défenseurs étaient en position de force. Donc il fallait trouver un moyen pour retrouver un avantage, donner l'avantage à celui qui attaquait. Donc c'est pour ça qu'a été envisagé dès 1956 l'emploi des armes chimiques. Alors assez rapidement, l'année 1956 a été utilisée par l'armée française pour tester un certain nombre de procédés chimiques pour répondre à ce besoin. Et la décision a été prise au milieu de l'année 1956 par le ministre de la Défense, Maurice Bourgès-Monory, qui a décidé de l'emploi des armes chimiques et qui a donc proposé au gouverneur général à Alger différents moyens. Le gouvernement général en Algérie a accepté le principe de l'emploi et c'est à partir de ce moment-là que se sont développées les premières unités sur le terrain. Alors la première unité qui a été créée, c'est au 1er décembre 1956, c'est la batterie armes spéciales du 411e régiment d'artillerie antiaérienne qui était à Sidi Ferruche, qui était composée de beaucoup d'appelés du contingent et de quelques engagés. Et cette unité avait pour mission d'abord de mener en premier le combat dans ces grottes avec des moyens chimiques, puis de former d'autres unités, et puis plus tard aussi de procéder à des expérimentations à Baie-de-Namous et aussi des expérimentations de nouveaux agents chimiques. Entre 1957 et 1959, c'est plus de 119 équipes de grottes qui sont créées sur l'ensemble de l'Algérie. Et en mai 1959, à la faveur d'une réorganisation militaire du territoire en Algérie, à la faveur du plan de Maurice Chasles, du général Chasles, il y a un nouveau découpage de l'Algérie en zones militaires et chaque zone se voit attribuer une section armes spéciales. Et c'est ces sections armes spéciales qui vont mener le combat chimique jusqu'en 1962. Et donc il y en a un petit peu plus de 20. Et ces sections ont une double mission. Une première mission de combat offensive, c'est-à-dire mener le combat lorsque l'ALN est trouvé dans une grotte, et aussi des missions de traitement régulier, c'est-à-dire que lorsqu'il y a des grottes qui sont trop grandes pour être détruites, eh bien, les sections armes spéciales passent régulièrement de nouveau les imprégner avec des agents chimiques pour empêcher leur réutilisation. Voilà. Ce qui place maintenant les enjeux autour de cette recherche sur l'identification des sites à plusieurs endroits, c'est-à-dire la question aussi de retrouver les corps et la décontamination des sites. Alors justement, Claire Billet, par rapport à ce que vient de nous raconter Christophe Lafaille, cette fameuse guerre des grottes demeure un tabou en France, on l'a dit. Comment vous jugez la réception de votre film justement en France? Quel écho vous avez eu? Alors écoutez-moi, pour le moment, j'ai eu, et j'en suis assez flattée, mais moi je suis rien dans cette histoire, j'ai eu beaucoup de félicitations. Les gens n'étaient pas au courant et donc ils ont resté interloqués. Ils ont été marqués, en tout cas les gens qui ont vu le film et qui m'en ont parlé, par le fait que j'ai en tout cas réussi ce que j'essayais de faire, c'est-à-dire que je voulais, en collaboration avec France Télévisions, un rendu d'enquête, c'est-à-dire que ça devait être implacable. Après, l'histoire est tellement dure qu'il fallait faire sobre et le plus simple possible, à mon sens. Mais il fallait que rien ne soit opposable, que personne ne puisse dire c'est pas vrai. Donc les archives qu'a trouvées Christophe Lafaille lors de ses recherches sont là pour appuyer la parole des témoins. Ensuite, il y a eu,
avec l'incident de la déprogrammation de France Télévisions associée à l'actualité, il y a eu, c'est vrai, ça a enflammé les réseaux sociaux. Et je comprends que les gens aient eu peur. Est-ce qu'on vous l'a signifié, cette déprogrammation? Est-ce que ça a été signifié ou on vous a dit que c'était juste reporté? Est-ce que ça a été comme avoué que c'était une déprogrammation, tout simplement? Oui, mais je pense que, vous voyez, le terme avoué ne correspond pas tout à fait parce que je suis pas algérienne, donc je pense que quand on entend ça, on imagine tout de suite qu'il y a une censure et c'est très douloureux. Je suis pas sûre que ce soit ça. Pour moi, il y a quand même une question d'actualité en France qui est très forte avec le remaniement des pouvoirs associés à la guerre en Ukraine, à la Russie et à Trump, parce que Trump, depuis le retour de Trump, et ils ont dit ensuite qu'ils allaient le programmer à la télé au mois de juin. Voilà. Et ils l'ont mis en ligne tout de suite sur la plateforme de France Télé. Et il se trouve que le film existe parce que France Télévisions l'a acheté, l'a financé. Sinon, il n'existerait pas. Et la télévision suisse aussi, et les fonds publics aussi. Vous voyez, c'est aussi des fonds publics. Et pour moi, c'est important ça. Parce qu'en fait, c'est le droit public et citoyen à savoir. Et c'est pour ça qu'on a tenu bon pendant 4 ans pour réussir à faire ce film, parce qu'il a connu pas mal d'aléas, pour que ça sorte et simplement pour que le peuple en tant que tel des deux côtés de la Méditerranée sache ce qui s'est passé. Alors justement, Claire Billet, une note positive, et je vous laisse rapidement le mot de la fin. On parle des horreurs de la guerre, mais durant cette séquence de remous entre Paris et Alger, laissons ça de côté, mais votre film, c'est aussi un film sur la fraternité. En Algérie, on a la maison de production algérienne Tella, à qui on rend hommage et qui a travaillé sur ce film. On a les témoins, les historiens algériens, toute l'équipe algérienne, mais aussi similairement en France, nombreux Français ont pu rendre ce film concret. C'est un film, finalement, on en garde aussi une fraternité, quand la vérité historique en est le dessin. Mais c'est étonnant que vous me dites ça, parce que justement, quand j'ai fait l'avant-première, c'est ce que je voulais dire, je voulais parler d'amour même, parce que moi, j'étais jamais allée en Algérie et j'ai senti des choses qui nous lient. Et en effet, je pense que cette fraternité-là, on est côte à côte et en dehors des questions politiques, pour moi, tout ce qui se joue, c'est les relations entre les peuples, et je pense que ce film est utile à ça. Et c'est le mot de la fin, merci beaucoup. Et c'est la conclusion, signée Claire Billet, réalisatrice du film Algérie, section armes spéciales. Merci d'avoir été avec nous. Un film à regarder en toute urgence, si cela n'a pas encore été fait. Vous avez été aidé et épaulé par l'historien Christophe Lafaye, qu'on remercie. Je vous dis à bientôt, l'échiquier international. Vous remerciez, vous, téléspectateurs, de nous avoir accompagnés. Bonne soirée, je vous dis à demain.